Bonjour tout le monde, mon nom est Floralie et cette semaine à TVC Info Weekend pour cette édition du 9 octobre 2021, on parle d'un projet touristique qui verra le jour à Duhamel, oui, mais qui met en valeur le patrimoine de Mulgrave et Derry. On parle aussi d'entourage et de violence conjugale. Est-ce que l'entourage peut agir dans un contexte de violence conjugale? Et on s'entretient avec le dynamique kinésiologue Stéphane Ouimet pour parler d'arthrite et d'arthrose. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, mais laquelle? On en parle. Bonne émission. Un moulin à scie de Mulgrave et Derry pourrait revivre du côté de Duhamel grâce à l'organisme Patrimoine Papineau, un organisme qu'on connaît aussi sous le nom de Patrimoine et Chute de Plaisance. Alors, on va en parler de ce projet touristique qui pourrait avoir lieu à Duhamel avec Pierre Bernier, directeur général de cet organisme. Bonjour. Bonjour, Madame Attan. Pierre Bernier, dites-moi, est-ce que vous pourriez nous faire rêver là, dans un premier temps ce projet qui va avoir lieu à Duhamel? C'est un projet touristique avec donc un moulin à scie. Quand vous le voyez, ce projet, dans le futur, comment vous le voyez? Si moi, je pars de la ville, de Gatineau ou encore d'Ottawa et que je me rends à Duhamel pour voir le moulin, pour voir l'économiser, qu'est-ce que je vais pouvoir voir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Dans un premier temps, je voudrais dire que notre mission a toujours été, nous, d'aviver la fierté puis la mémoire de nos origines et de notre histoire. Puis le projet du moulin, de l'économusée des moulins à scie artisanaux ancestraux à Duhamel fait partie de cette longue suite d'activités et de projets puis de réalisations que notre organisme a eu au fil des années. Ce que les gens vont pouvoir voir, c'est un moulin à l'ancienne, actionné par l'eau, comme il s'en faisait dans les années 1800, parce que le moulin de Jarnac, de Mulgrave et Derry, dont vous parliez, date d'autour de 1892. Et c'était déjà à l'époque, il y avait des moulins à turbine. Donc, ce moulin-là va être à turbine, mais les gens vont pouvoir le voir fonctionner comme anciennement, c'est-à-dire qu'on va utiliser les pièces dont beaucoup sont d'origine et vont pouvoir voir comment on sciait le bois dans des moulins à scie à l'époque. En voyant comment monter les billes de bois, comment montaient les billes de bois dans le moulin, comment elles étaient roulées sur le chariot, comment une fois sur le chariot, on ajustait la bille pour que la scie passe. On va voir la bille se promener pour faire aller et retour pour faire les planches ou les 6 par 6 ou les 10 par 10 qu'on pourra produire. Mais ça va être des démonstrations. Ce ne sera pas de la production de bois sur une base commerciale, mais on fera des démonstrations de sciage dans un moulin à l'ancienne pour nos visiteurs. Il y aura un ensemble d'autres activités aussi. Pensez-vous que comme visiteur, on va pouvoir mettre la main à la pâte? Oui, exactement. C'est dans notre cas, notre projet vise à répondre aux grandes tendances du marché touristique actuel, dont l'une des grandes tendances est le tourisme expérientiel, c'est-à-dire que les gens veulent non seulement voir, mais veulent participer, veulent être partie prenante de ce qui se fait. Et donc, peut-être pas dans le moulin à scie lui-même, parce que ça va être quand même à moins que les gens veuillent apprendre, parce qu'il va y avoir de la formation. Pour ceux qui voudront vraiment faire de la formation, on trouvera les moyens de le faire. Ça va faire partie de l'ensemble des activités, mais il y aura plein d'autres activités autour où les gens vont pouvoir se pratiquer. S'ils veulent faire du sciage de long, comme on appelle, comme ça se faisait à l'ancienne, ou équarrir du bois à la hache, à équarrir, ou aider à monter des établissements en bois équarri, ou parce qu'on va toucher à tous les domaines qui sont reliés à la forêt ou aux métiers ancestraux ou à l'ensemble des
des activités qu'on peut faire avec les produits de la forêt, comme par exemple fabriquer des canaux d'écorce à l'ancienne, Ah, faire du bardeau de cèdre à l'ancienne. Il y aura aussi des excursions qui vont être faites sur le territoire. Vous savez, à Duhamel, on est à la frontière de l'immense réserve faunique de Papineau-Labelle. Il y a également la municipalité de Montpellier, la municipalité de Lac-des-Plages de chaque côté, où il y a des forêts immenses. Alors, on pourra faire des excursions où les gens vont pouvoir apprendre, se familiariser avec les essences forestières, les produits forestiers non ligneux, les produits forestiers comestibles, médicinaux et tout. Enfin, une foule d'activités qui vont être greffées autour du pivot que va être le moulin à scie ancestral. Plus largement, ça va toucher le domaine forestier qui a été très important en Outaouais et qui l'est encore. Monsieur Bernier, est-ce qu'il y aura un hébergement à Duhamel pour les touristes? Oui, il y en a déjà. Hein, quand on parle à l'auberge Couleur de France qui offre de l'hébergement, il y a également des campings, il y a également des chalets qui sont loués aux gens. Mais nous, ce qu'on souhaite ajouter au moulin, c'est quelques chambres qui vont héberger des visiteurs. Étant donné que nous, ça va être c'est pas un moulin à scie qui va fonctionner du matin au soir. Hein, il y aura peut-être 3 démonstrations par jour d'à peu près 20 minutes, une demi-heure. La première, on envisage que ça pourrait être autour d'11 heures le matin. Alors, il va falloir que les gens se lèvent avant ça. Oui, il faut qu'ils planifient un peu. Mais ce que je comprends, c'est que l'offre de cet attrait touristique sera très complète. Hein? Mais bien sûr, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là, Non. c'est pas fait, c'est pas fait. Vous pensez que ça va être fait à quel moment? On souhaite que le moulin puisse être inauguré au printemps, début de l'été, quelque chose comme en mai 2023. On pense qu'on peut y arriver, mais tout dépendant, on connaît un petit peu les difficultés actuellement de disponibilité des entrepreneurs, disponibilité de la main-d'œuvre, disponibilité des matériaux. Alors, on va composer. Notre souhait est là. On va faire l'effort pour se rendre là, mais on verra aussi comment vivre avec la réalité là, au jour le jour. Pouvez-vous nous dire ce qui a été fait comme étape jusqu'à maintenant? Parce que vous n'avez pas juste travaillé dans les derniers mois, là, ça fait plusieurs années. Bien, écoutez, les pièces du moulin ont été du moulin de Montgrève-et-Déré, qu'on appelle le moulin de Jarnac, ou le moulin des Lacombes, parce que la famille de Lacombe a été propriétaire et a géré le moulin sur au moins 3 générations. Euh, donc, il a fallu d'abord démonter les pièces parce que, comment je peux dire, le moulin ne pouvait pas être mis en valeur là où il était. Donc, on a démonté les pièces déjà en 2015 et on les a entreposées depuis ce temps-là en attendant de trouver l'endroit idéal pour faire réaliser le projet qu'on commence à réaliser maintenant. Pour l'instant, on a identifié un terrain. On a une entente avec le propriétaire du terrain. À Duhamel. On a fait faire à Duhamel, c'est ça. On a fait faire une étude écologique. On devrait recevoir le rapport sous peu. Les études de caractérisation du terrain, des études plans et devis d'installation sanitaire. Enfin, on est actuellement dans les études techniques. Et on va passer, les pièces ont été démontées et tout. On veut passer maintenant à l'acquisition officielle des pièces, donc l'achat des pièces. Et on veut également faire une étude de faisabilité pour nous indiquer, parce on a le vaste projet et pour ce vaste projet-là, on a certaines hypothèses en termes d'opération, de gestion. Et on veut faire une étude de faisabilité pour dire quelles sont les conditions dans lesquelles le projet va être le plus viable. Donc, c'est un des éléments qu'on va toucher dans les prochains mois. Ça peut coûter combien ce projet? Vous estimez les coûts en ce moment à combien? On envisage autour d'1,5 million. C'est quand même seulement que le bâtiment. Là, imaginez un peu que vous entrez une bille de 16 pieds et qu'elle passe sur le chariot pour être sciée.
il faut qu'elle ait 16 pieds à l'autre bout aussi pour recevoir la bille avant de revenir. Donc, on s'en va tout de suite à 32 pieds. On n'a pas encore parlé de l'espace autour duquel, autour duquel L'espace qui doit l'accueillir. l'opérateur va devoir fonctionner. Et à l'autre bout, comment on peut, il y aura ce qu'on appelle un planeur, passer les planches dans le planeur et tout. Donc, on s'en va vers un bâtiment là, qui va dépasser les 50 pieds de longueur. Mhm. Et si on veut recevoir la clientèle d'un autobus autour de 60 personnes, bien, il va falloir qu'il y ait une largeur excédentaire à un moulin normal pour accueillir 60 personnes en même temps qui vont pouvoir visionner ce qui se passe dans le moulin. Bien sûr, ça prend de l'espace, ça prend de l'argent pour créer ce genre de bâtiment. On suivra le développement jusqu'en 2023. Merci beaucoup, M. Bernier. Merci beaucoup et on vous tiendra au courant. Merci. La violence conjugale, les féminicides, ça fait un peu trop partie de notre actualité, hein? Alors moi, je me suis demandé, est-ce que l'entourage peut faire quelque chose, peut agir quand on voit des signes de violence conjugale autour de nous, dans notre voisinage, donc dans notre entourage aussi? Alors pour en parler, on rencontre Annick Brazeau, directrice générale à la Maison d'hébergement pour elle, les Deux-Vallées. Bonjour, Annick Brazeau. Bonjour, Floralie. Alors, dans un premier temps, là, ce serait quoi les signes auxquels on devrait être à l'affût s'il y a de la violence conjugale autour? Oui, c'est ce qui est important aussi de préciser, c'est que ça peut être quelqu'un de notre famille, hein, donc une cousine, une nièce, une mère, une sœur, bon, peu importe, mais ça peut être aussi une collègue de travail, ça peut être aussi une collègue de classe, ça peut être une voisine, bon, ça peut être quelqu'un dans notre réseau, il est grand, hein, c'est pas juste notre famille. Donc oui, c'est important, on peut détecter là, vraiment des signes. Fait que souvent, c'est quand on la connaît, la personne autour de nous, c'est quand elle a changé. Quand tout d'un coup, elle va plus s'isoler, parce que ça, c'est une stratégie du conjoint, d'isoler de ses proches. Donc, quand elle a des excuses pour ne pas vous voir, elle ne vient plus aux occasions familiales ou peu importe comme ça, qu'elle s'isole, qu'elle ne répond pas au téléphone, des choses comme ça peut être un indice. Mais sinon aussi, ça peut être quand que la femme, elle a changé dans ses comportements, quand vous la voyez qui est plus anxieuse, qui est plus fatiguée. Des fois, elle va être plus elle va douter d'elle-même, elle va se dénigrer elle-même, elle va excuser beaucoup le conjoint. Vous allez voir qu'elle va peut-être que ces histoires ne vont pas être pas cohérente, mais qu'elle va pas mentir non plus, mais c'est qu'elle va dire des choses, ça ne suivra pas les histoires pour un peu abrier, cacher les épisodes de violence. Fait que on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, que la personne qu'on connaît, elle n'est plus pareille. Ça peut se blâmer, son estime de soi va avoir changé. Au niveau de son comportement, vous allez voir qu'elle est différente, puis sans explication quelconque de genre, elle n'a pas eu un deuil ou elle n'a pas changé de travail ou quelque chose comme ça. Ça serait des signes que je vous dirais. Donc, il manque des explications. Est-ce qu'on devrait poser des questions à la personne ou comment qu'on devrait agir, en fait? Bien, c'est ça. Les femmes sont premièrement, chaque femme est différente. Chaque femme a des façons de fonctionner. Il y a des femmes qui vont plus aller vers les gens puis en parler, puis il y en a d'autres qui n'en parlent pas. Fait que c'est sûr que c'est facile quand une victime nous dit « j'ai besoin d'aide ». Ça ne sera pas difficile. On va l'aider, j'imagine. Mais c'est quand on a des doutes puis qu'on ne sait pas comment l'aborder, comme tu me l'amènes un petit peu, Floralie. Fait que dans ce temps-là, il ne faut pas bousculer. Il faut comprendre que c'est une femme que peut-être qu'elle ne voit pas qu'elle est victime de violence ou qu'elle voit, mais qu'elle n'est pas prête tout de suite à quitter. Alors, il ne faut pas bousculer, il ne faut pas l'imposer, il ne faut pas dire « tu vis de la violence, je te sors de là, il faut que tu fasses quelque chose ». Il ne faut pas mettre de pression, il faut y aller tranquillement, peut-être en posant plus des questions, en mettant des doutes. Il me semble que c'est différent avec ton conjoint. Il me semble que je te vois, tu es plus fatigué, tu viens moins à nos activités, mettons un groupe d'amis. Il me semble que je ne te vois plus, tu ne sors plus, tu ne viens plus avec nous, tu ne m'appelles plus. On peut poser des questions, offrir notre aide. Aurais-tu besoin d'en parler? Aurais-tu le goût que je t'aide avec quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Plus y aller dans le questionnement tranquillement, en regardant ses réactions. Si elle est fermée, il faut arrêter, il faut y aller tranquillement, puis juste être là. Les femmes, ça peut prendre plusieurs fois avant qu'une femme elle soit prête. C'est un cheminement, la violence conjugale. Pour nous, c'est facile, on est de l'extérieur. On n'a pas une relation amoureuse
avec cette personne-là, on n'a pas un lien qui nous attache. Pour nous, c'est facile de dire qu'on passe à autre chose, mais pas pour la victime. Alors, elle doit être là, on doit l'aider à voir. Il me semble que si tu aimerais, tu sais, il ne ferait pas des choses comme ça. Il me semble que quand on est en amour, quand on ne vérifie pas les textos d'un autre, on se fait confiance, tu sais, avoir des petites questions comme ça, mais sans bousculer, c'est ce qui est important. Est-ce que c'est normal, par contre, d'avoir peur de s'immiscer dans la vie personnelle des gens et d'avoir peur, même, moi j'amènerais ça à un autre niveau, d'avoir peur de la personne de l'agresseur ou de l'agresseuse qui pourrait peut-être s'en prendre à la personne qui veut juste aider. Est-ce que c'est normal d'avoir ces craintes-là? Mais c'est normal, premièrement, de ne pas aller s'immiscer dans la vie. Ça fait partie de notre culture québécoise, de ce qui se passe chez le voisin, ça ne nous regarde pas. On se mêle chacun de nos affaires. Bon, il y a une culture de ça un peu, je te dirais, qui est encore présente. Fait que oui, des fois, on ne sait pas comment y aller, on dit que ça ne nous regarde pas. Mais, tu sais, c'est ça, je pense qu'on peut donner un coup de main. Puis surtout, quand il y a des événements, si vous entendez une voisine qui se fait frapper ou qui se fait crier après, il faut intervenir. On peut appeler la police, on peut se mêler de ce qui ne nous regarde pas, justement, dans un contexte quand c'est sécurité qui prime. Alors oui, c'est important. Puis oui, c'est normal qu'on ait peur, c'est un conjoint violent. Souvent, moi, je vous dirais que pour parler avec les proches, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur, au contraire, mal sortir de là, me faire ci. Puis moi, je leur fais penser de faire attention à ta sécurité, à toi aussi dans les actions. Si justement, on entend quelqu'un dans la rue qui est victime de violence conjugale et qu'on peut appeler la police, bien là, on ne va pas voir l'agresseur et dire « m'appelle la police, tu ne la laisses pas tranquille ». Il faut être prudent. Il faut voir les choses tranquillement pour pas qu'on soit en danger nous-mêmes. Il faut toujours demander à la victime aussi quand on peut. Est-ce qu'elle veut avoir de l'aide aussi? Dans l'idéal, on fait ça. Tantôt, tu as parlé d'appeler la police si on entend des cris, etc. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un bon moment pour appeler la police? À quel moment on devrait le faire? Bien, quand c'est les proches, c'est quand il y a un événement. Vous devez avoir un doute qu'il y a une personne qui est en danger. Okay? Ça, c'est important. Pour les victimes, bien, quand elle veut appeler la police, c'est la même chose. Quand elle est en danger imminent, bien, appeler la police, c'est le 911 le plus rapidement possible pour obtenir de l'aide si elle ne peut pas avoir de l'aide autrement. C'est la police qui est privilégiée. Mais aussi, je voudrais dire, les victimes peuvent quand même, il y a des femmes qui se préparent, que ce n'est pas tout de suite quand il arrive un événement. Des fois, les femmes, elles viennent nous voir en maison d'hébergement pour vérifier, valider. Est-ce qu'elle vit de la violence conjugale? C'est quoi qu'elle peut faire? C'est quoi ses ressources? Comment ça fonctionne? Puis, elle peut même appeler aussi la police ou aller au poste pour dire, moi, je pense que mon conjoint, je pense que je suis victime, c'est quoi mes recours? Ils vont pouvoir l'aider. Puis, je voudrais rappeler qu'une femme peut porter plainte, même quand ça fait plusieurs années que l'événement a eu lieu. Donc, il n'est jamais trop tard pour porter plainte. Pour porter plainte ou pour appeler la police, vous pouvez venir à la maison d'hébergement, puis on l'appelle, puis ils viennent vous rencontrer à la maison d'hébergement. La femme peut aller directement au poste de police. Il y a aussi les CAVAC qui donnent d'autres services aussi, un autre support. Donc, les femmes ont vraiment le choix selon leur intérêt, selon ce qui les intéresse. Le fonctionnement est multiple pour avoir de l'aide. Il y en a en tout cas. Mais, oui, puis c'est de l'aide pour les femmes, mais de l'aide pour l'entourage qui est témoin. Est-ce que ça existe aussi? Oui, c'est ça. Les proches aussi peuvent nous téléphoner dans les maisons d'hébergement, justement, s'ils détectent des signes, ils veulent valider, ils veulent savoir, là, moi, je vous en parle, mais rapidement, mais s'ils veulent avoir une rencontre pour aider, comment aborder ça avec les proches et tout, avec la femme qui est victime, valider leurs observations puis leur fonctionnement, ils peuvent nous appeler n'importe quand, 24/7, c'est des services gratuits pour les proches aussi. Puis, ce que je dirais, c'est que dans tous les services que je vous ai nommés, donc police, maison d'hébergement et le CAVAC, la femme aussi, le proche peut l'accompagner. Des fois, c'est le bout de chemin le plus difficile, c'est niaiseux, là, mais de faire l'appel, le premier pas, d'aller rencontrer l'intervenante. Et c'est possible que la personne proche puisse l'accompagner dans ses démarches. C'est vraiment super important. Les femmes, ils se sentent isolées, ils ont peur. Juste un petit coup de pouce pour les encourager à aller de l'avant. Des fois, ça peut être aussi l'aide qu'un proche peut donner. C'est de dire, regarde, pendant que tu vas aller voir la maison d'hébergement, je vais m'occuper de tes enfants. Je vais en prendre. Oui. La femme, elle n'a pas à ça à penser. Oui. Donc, tu sais, je vais te donner un transport, si tu veux, pour aller te mener à ta rencontre, au lieu qu'elle prenne l'autobus. Il faut comprendre qu'une femme qui vit de la violence, là, elle a vécu dans un gouffre pendant longtemps. Elle a monté des montagnes russes d'émotions. Puis là, c'est un autre gros pas qu'elle fait d'aller chercher de l'aide. Fait qu'il faut faire le plus possible pour l'encadrer, pour l'aider, que ça soit facile. Pas qu'elle voit que c'est encore une autre montagne à monter parmi toutes les celles qu'elle vient de faire. Merci beaucoup, Annick Brazeau, pour ces lumières, pour qu'on soit davantage à l'affût. Parfait, merci. Au revoir.
Des douleurs articulaires, on en vit beaucoup, on est plusieurs à en vivre. Moi, à mon âge, j'en vis pas tant que ça, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui en vivent à un âge un peu plus âgé. Alors, on va démystifier ces douleurs, notamment l'arthrite et l'arthrose, avec Stéphane Ouimet. Bonjour Stéphane. Ah, bonjour Floralie, mais ça, là, c'est signe de ton âge absolument, parce que moi, je dis tout le temps aux gens, là, si vous avez plus de 50 ans et que vous ne faites pas d'arthrose, d'ostéoporose, c'est juste parce que vous n'avez pas de médecin de famille. Parce que honnêtement, là, on en fait tous, mais toi, à ton jeune âge, là, t'es encore chanceux, c'est le temps. Oui. Stéphane, donc c'est surtout de l'arthrose et de l'arthrite que les gens font. C'est quoi la différence? Bien, en fait, on sait qu'une arthrite, c'est une douleur articulaire. Puis ces douleurs articulaires-là, le IT sous-entend une inflammation, donc une irritation d'une douleur de mon articulation qui se reflète là, de différentes façons chez les personnes. On sait que l'arthrite, ça se retrouve sous toutes sortes de différentes formes. Donc, la polyarthrite rhumatoïde, c'est celle qu'on connaît le plus. L'arthrite il faut faire attention, psoriasique, spondyloarthrite ankylosante ou notre fameuse traditionnelle arthrose. Donc, évidemment, là, il y a plusieurs différentes formes. J'en ai nommé que quelques-unes, là, mais il y en a des tonnes et des tonnes qui se reflètent de différentes façons. Ce que je comprends, c'est que donc l'arthrose, c'est une forme d'arthrite. Mais est-ce que tu peux nous dire davantage l'arthrose, ce que c'est? En fait, je vais commencer par l'arthrite tout simplement parce que oui, effectivement, mon arthrose fait partie, c'est une forme d'arthrite. Une arthrite, c'est une maladie, en fait, de mon système immunitaire. Puis lorsqu'il s'emballe, là, mes articulations deviennent excessivement effleurées, excessivement inflammées. Et ça fait en sorte que ça crée toutes sortes de différentes problématiques chez les gens. Entre autres, on peut le voir souvent par une déformation de l'articulation. Ils vont venir gonfler ou l'articulation, on va voir les gens, les doigts vont être un petit peu plus croches. Donc, évidemment, ça a des effets excessivement important sur la gestion de la douleur, mais en même temps, ça nuit aux gens dans leur déplacement fonctionnel et donc, par le fait même, lorsque les gens sont atteints d'arthrite, ils vont automatiquement faire un petit peu moins d'exercice parce qu'ils ont tendance à relier tout ça à la douleur. Ben oui, moi c'est ce que je ferais. Si j'avais de l'arthrite et que j'avais de la douleur, je ne pense pas que je serais motivée à faire de l'activité physique. J'aurais l'impression que je pourrais empirer mon cas, mais ce n'est pas le cas. Hein? On y reviendra peut-être. Absolument, mais en même temps, il ne faut pas non plus négliger que l'arthrite, ça se présente non seulement sous différentes formes, mais ça se diffère dans le temps. Ça veut dire qu'on peut avoir des pointes aiguës. Ça peut aussi, suite à un virus, être déclenché sur une courte période de temps. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que lorsqu'on est atteint de certaines formes d'arthrite, ça se détériore excessivement rapidement. OK. Fait que ça, c'est l'arthrite. C'est quoi l'arthrose maintenant? Mais maintenant, là, chez les boomers, l'arthrose, c'est à peu près la chose la plus à la mode. Là. Fait que, évidemment, là, je l'ai mentionné tantôt, mais c'est pas nécessairement compliqué de comprendre qu'on est tous aux prises avec l'arthrose à un certain âge parce que c'est une problématique mécanique. Donc, on sait que notre os est couvert d'un petit cartilage et ce cartilage-là permet justement là, de ne pas frotter os à os les différents os. Donc, c'est un coussin. Avec le temps, il y a une détérioration, il y a vraiment, ça s'amincit, mais aussi le cartilage, ça sèche. Et là, par ce fait même-là, vient irriter. On peut même voir certaines petites bosses apparaître à gauche et à droite qui vont venir nuire au mouvement, irriter l'articulation et se retrouver dans un processus à la fois, encore une fois, comme l'arthrite, inflammatoire et donc, par le fait même, douloureux. Oui, ça aussi, ça peut être douloureux. Mais donc, Stéphane, qu'est-ce qu'on peut faire si on souffre d'arthrite par rapport à l'activité physique? On l'a abordé un petit peu, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Bien, contrairement à la plupart des différentes maladies chroniques, l'arthrite, c'est une maladie vraiment là, particulière qui fait en sorte que l'activité physique n'a pas beaucoup d'effet sur prévenir cette maladie-là. Donc, malheureusement, souvent les gens, même si on est excessivement actifs, on va développer l'arthrite. Les gens trouvent ça des fois un peu injuste, mais comme différentes autres pathologies, des fois, l'activité physique à terme préventif n'a pas beaucoup d'effet. Sauf que si j'ai été actif avant, et là, que le temps de faire de l'exercice, parce que évidemment, que j'ai de l'arthrite ou pas d'arthrite, faire de l'activité physique a des effets positifs sur mon arthrite. Donc, si je veux faire de l'activité physique et j'en ai déjà fait, les chances sont bonnes que non seulement je vais continuer ou je vais avoir plus de chances de pouvoir adhérer et en faire sur une base régulière. Donc, ça vient vraiment retourner vers ça, ma belle compréhension de la douleur. Et on sait que faire de l'exercice n'a pas simplement des effets positifs au niveau mécanique,
lubrifier mes articulations, permettre de détendre mes muscles, améliorer la qualité de mon mouvement, mais surtout, améliorer ma qualité de vie. Si je suis aux prises avec de la douleur, souvent les gens vont décider de restreindre certaines de leurs activités, et ça d'un point de vue social, comme d'un point de vue de gestion de l'amitié, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis je le dis souvent, quantité de vie, c'est le fun, mais une meilleure qualité de vie, évidemment, ça passe par l'activité physique. Bien sûr. Donc, oui, il y a une amélioration, si je comprends bien, corrige-moi si j'ai mal compris, mais l'activité physique peut directement comme améliorer le symptôme de l'arthrite. Absolument, mais absolument. Ça peut nous aider à mieux vivre avec les symptômes aussi, psychologiquement parlant. Là. Absolument. C'est parce que les gens, souvent, on leur explique qu'ils doivent apprendre à gérer la douleur. Chez les gens qui sont atteints d'arthrose, c'est une problématique mécanique. Donc, on leur explique, oui, il y a de la douleur, elle diffère chez les gens, mais vous devez faire de l'exercice parce que dans un premier temps, faire de l'exercice, une sécrétion d'endorphine, ça a un effet antalgique, ça fait diminuer ma douleur, ma perception de la douleur, mais aussi ma capacité à mieux gérer cette douleur-là, que cette douleur-là ait moins d'effet sur moi. Donc, beaucoup d'exercices cardiovasculaires, ça va aussi permettre d'aider à nourrir mon articulation qui en a grandement besoin. Lorsque je mets le pied au sol et que mon genou pousse sur ce qu'on appelle la bourse synoviale, c'est comme un liquide qui vient imbiber le cartilage, lui redonnant une meilleure forme, l'enlever un petit peu d'assèchement, permettre un meilleur mouvement. En même temps, si je bouge, mon système lymphatique vient enlever les déchets de mon articulation suite à l'activité physique, et plutôt que de les rester là, que ça devienne de l'inflammation. Donc, à partir de là, exercice cardio, non seulement pour les hormones, mais aussi pour la mécanique du mouvement, excessivement important. On veut aussi faire des exercices d'étirement. On sait que de l'arthrite comme de l'arthrose, ça occasionne des tensions musculaires. Puis ces tensions musculaires-là viennent nuire à ma mécanique de mouvement. Donc, un bon régime d'exercice précis, doux, ralenti, prenant vraiment conscience que lorsque je vais tirer sur une structure, ça va faire mal. Elle est lésée, cette structure-là. Donc, c'est à moi de vraiment comprendre, de prendre mon temps pour aller bien étirer. En même temps, on a toute une question de qualité de mouvement, la proprioception. Donc, on veut s'assurer que le mouvement est efficace, qu'on le fait de la bonne façon, on travaille les muscles, mais aussi la capacité du système nerveux à bien reproduire un mouvement de qualité. Stéphane, je pense qu'il y aurait encore énormément à dire sur les douleurs articulaires. Qu'est-ce que tu penses si on fait une autre chronique là-dessus bientôt? Absolument une, juste sur la douleur, ce serait beaucoup de choses à dire. Je te suis là-dedans, absolument. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, bonne santé. Et à bientôt, tout le monde, pour une autre édition de TVC Info pendant la semaine. Portez-vous bien.